Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est en Loire-Atlantique, au sud des Pays de la Loire, que nous posons aujourd'hui nos valises. Que vous soyez bord de mer, ville ou bien bocage typique, ici nul besoin de choisir. Vous croiserez d'abord la route de Nantes, la capitale de la région, dont la richesse du patrimoine et la créativité débordante vous surprendront. Tout près d'elle, vous découvrirez aussi un coin de paradis insoupçonné au parfum de voyage. Waouh! Énorme. C'est vraiment un lieu inspirant. Vous vous laisserez ensuite séduire par Guérande et son si riche passé médiéval. Non loin d'elle, c'est un gigantesque parc naturel qui vous étonnera jusque dans les entrailles de sa terre. Dis donc, ça se mérite le Morta, hein? T'as vu, c'est costaud, hein? Ouais. Enfin, vous serez séduit par Pornic, son port de pêche pittoresque et ses élégantes villas, sans oublier ses alentours qui vous mèneront vers des paysages de bout du monde. J'ai l'impression de vivre un rêve. Partons tout de suite à la découverte de ce département riche et contrasté, en compagnie de ceux qui l'aiment, l'animent et le protègent. C'est en plein cœur de Nantes, plus grande cité du département, classée ville d'art et d'histoire, que nous vous proposons de débuter ce voyage. Capitale à l'énergie bouillonnante, Nantes possède un patrimoine architectural et culturel exceptionnel. Un patrimoine que Stéphane connaît bien. Ce journaliste passionné d'histoire vit ici depuis toujours et ne se lasse pas de redécouvrir chaque jour les richesses de sa ville. Pour démarrer la balade, notre guide n'a pas hésité longtemps. Direction la ville-château, en plein cœur de la cité. Le château des Ducs de Bretagne est le joyau incontesté de Nantes. Bâti au XVe siècle, ce monument n'en finit pas de passionner chaque jour son directeur, Bertrand. Ici, c'est la courtine du Levant. Du Levant. Levant, oui, puisque nous sommes vers l'est, donc vers le lever du soleil. Stéphane sait qu'il peut compter sur lui pour découvrir la riche histoire de ce monument d'exception. Donc là, on est vraiment au milieu de la cour là, du château. Là, Hein? tu es exactement au milieu de la cour du château. Ouais. Hein, tu as vu, tu as D'accord. passé le pont-levis, Bah oui, le pont-levis. tu as vu la forteresse, hein, Ouais, c'est une carrément. vraie forteresse de l'extérieur. Ouais. Et puis à l'intérieur, surprise, c'est du calcaire, c'est du D'accord. tuffeau, c'est tout blanc. Un monument à la fois défensif et d'apparat que François II, duc de Bretagne, construit à l'époque pour se protéger du roi de France, qui entend bien rattacher les Bretons à sa couronne. Un monument qu'il érige en lieu et place d'un précédent édifice. De quoi piquer la curiosité de notre journaliste. Là, sous tes pieds, ce que le public ignore, il y a le premier château. Il y a un château en dessous. Là, il y a un château en D'accord, dessous. Et c'est le château, incroyable, il est, ça. il est du XIIIe D'accord. siècle en dessous. Hein. Et il y a encore des ruines en dessous. Ah oui, oui, quand tu creuses Ouais. de 1 mètre, tu vas Ouais. tomber sur les ruines du château du XIIIe siècle. c'est génial, Il est là d'accord. et il prend à peu près toute la cour. Et c'est ce château-là que détruit François II. Il le détruit carrément. Ouais, Il le d'accord. détruit totalement Ok. pour construire Celui-ci. son nouveau château. Ouais, il passe du T1 au T4, quoi. Hein. Ouais, je crois qu'on Ouais, ouais, ça. je crois C'est ça. qu'on passe on passe du T1 à l'appartement de luxe. Là, Ouais, c'est vraiment. ça. Pour la suite de la luxueuse visite, prenons de la hauteur. J'ai un peu le vertige. Ça va aller quand même? On va pas monter très haut. Bon, ça va. L'occasion pour Stéphane d'en découvrir encore un peu plus sur le monument. Là, on est sur les remparts Sur les remparts, ouais. et sur la courtine de Loire. Parce que la Loire passait là. Parce que la Loire était là. D'accord. Hein, ici, le fleuve, un des bras du fleuve était là. Et avec le système des douves et Ouais. l'alimentation par la Loire, le château était une île. À une île, là, ça, je savais pas. Oui, c'était une île. Il était D'accord. totalement défendu par D'accord. l'eau. Un système de défense ingénieux
qui n'empêchera pas le roi de France de s'emparer de la forteresse à la fin du XVe siècle. Peu après, il épouse même la propre fille de François II, Anne de Bretagne. C'est elle qui termine l'œuvre de son père et fait notamment construire un endroit privé que Bertrand tenait absolument à montrer à Stéphane. Stéphane, ici nous sommes dans un lieu qui n'est pas ouvert au public, qui est interdit au public. Interdit. Interdit au Ah, j'ai public. de la chance. C'est la loggia construite par Anne de Bretagne D'accord. et qui permettait justement à la duchesse reine, puisqu'elle est reine à ce moment-là, Ouais. d'observer. Ouais. Elle pouvait admirer ici les levées de soleil et la lumière du matin sur les bords de Loire. Ça devait être vraiment très beau. Et ce qu'on voit là, les dentelles tout autour, là, c'est C'est le décor elle sculpté, oui, c'est tout le décor qu'elle a fait réaliser pour sa loggia. Alors, Ouais. beaucoup de choses ont été restaurées. Ici, tu as tout un ensemble restauré au 19e siècle, puisque Ouais. la pierre du 15e, la voici. D'accord. Ouais, Elle est altérée quoi, par le Elle temps. est considérablement dégradée. Un décor contraint d'être restauré, d'autant que ce poste d'observation a occupé 2 siècles plus tard une toute autre fonction. Alors, cette pièce a aussi une autre particularité, beaucoup plus tardive, vois-tu. Ça a été un lieu de prison. C'était la prison ici. C'était le D'accord. trou des soldats. Et ils ont laissé leurs traces. Alors, des graffitis qui évoquent leur date de leur emprisonnement. Tu vois ici 1869. La rose. La rose. La rose, c'est son nom. Des sculptures qu'ils sont aimés à faire. Mais derrière les sculptures, ce qui est amusant, c'est qu'on y voit aussi leur métier. Tu vois. Un métier. Ici, tu vois, on voit une enclume. Une enclume, forgeron. Voilà. En fait, il laisse des traces quoi, pour Il laisse des traces. les Il s'occupe. futurs prisonniers. Quoi. Oui, puis il s'occupe. Il s'occupe. Je pense que le temps devait être long ici dans la prison. Aujourd'hui, la loggia a retrouvé sa fonction initiale. Et lors de journées spéciales, vous pourrez vous aussi venir l'admirer. De quoi vous donner définitivement envie de venir plonger au château des Ducs de Bretagne à travers 5 siècles d'histoire. En quittant le château, baladez-vous dans les rues de Nantes et ne manquez pas d'aller jeter un œil au passage Pommerais, le passage obligatoire ici. À plus de 170 ans, il vient d'ailleurs de se refaire une beauté. Ces luminaires, par exemple, avaient totalement disparu du paysage et sont aujourd'hui redevenus symboles du lieu. C'est tout naturellement que Stéphane tenait absolument à nous présenter celui qui les a fait renaître. Bernard est forgeron depuis près de 30 ans. Salut Bernard. Bonjour. Ravi d'être ici. Tu me fais la visite direct? Je te fais la visite de la forge Ok, direct. ça marche. C'est parti. Si Stéphane tenait absolument à partir à sa rencontre, c'est qu'il a été chargé de la restauration des luminaires. Allez, voilà, les luminaires du passage Pommerais. Dans son atelier, les témoins de ce travail long de 3 ans sont encore partout. C'est un vrai ça ou... Alors ça, c'est une copie, ça. c'est un- C'est une copie. Ouais. En fait, ce sont toutes des copies. Tout ce qu'il y a sur le passage Pommerais, ce sont des copies. Il n'y avait plus du tout d'éléments. Le seul élément qu'on avait, c'est un élément qui était cassé à plusieurs endroits, qu'on a restauré, réhabilité, qu'on n'a pas pu reposer, mais qui nous a permis de retirer un ensemble d'outillages pour sortir toutes les pièces. C'est donc grâce à un élément abîmé vieux de 2 siècles que Bernard a pu recréer les luminaires d'antan. Pour savoir ensuite où les poser, il a fallu mener l'enquête. Et comment tu as fait pour retrouver les emplacements de tous Alors, les luminaires voilà. dans le passage? Voilà, là, les emplacements des luminaires, on les a trouvés sur des photos de familles agrandies 200 fois. Et à partir de gravures venant des archives, on a retrouvé les emplacements exacts et les dimensions exactes de tous les luminaires. Parce qu'il n'y a plus aucune trace en fait. Il n'y avait plus aucune trace. Ah, c'est ça, ouais. Ce qui nous a Donc- permis de les remettre exactement au même endroit Qui- qu'en 1843. Ouais, c'est-à-dire il y a près de... Hein, Oui, il y a longtemps. il y Hein. a longtemps. Il y a longtemps. Et le voyage dans le temps se poursuit pour nos 2 complices. Spécialement pour Stéphane, Bernard remet aujourd'hui les gants. Comme à l'époque, avec l'aide de son associé Guillaume, il va réaliser le socle d'un luminaire. Notre forgeron fait d'abord chauffer du plomb dans une louche à plus de 300 degrés. Il ne restera plus ensuite qu'à le verser dans un moule prévu à cet effet. Mais par contre, écarte-toi un petit peu parce que Ok. c'est pas gagné. Hop. Voilà. Sans attendre, Bernard démoule à présent la pièce. Oh là. Et voilà la pièce. La naissance d'une pièce en direct. La naissance d'une pièce en direct, Ah, voilà c'est ce que chouette. ça donne. Ah, c'est beau, hein. Alors de ces pièces-là, j'en ai sorti 50. Des gestes précis et répétés 50 fois, mais toujours avec la même passion. Finalement, toi, tu as ressuscité un passage qui avait disparu. Moi, quand je vois ça, en fait, je me dis toujours, tu es un peu un héritier des Ferronnies de 1843. Oui, Ça peut je être ne corporation. suis qu'un héritier passant. C'est-à-dire Passant que et là, passionné. passant Ouais. et passionné. Ouais. Pour moi, le passage, effectivement, il y a une partie de moi-même. Oui, il y a une certaine fierté à appartenir à tout ça. Ouais.
Aujourd'hui, grâce au travail de Bernard et ses équipes, le passage Pommerais se montre à nouveau sous ses plus beaux atours. Une idée de visite lumineuse, et nul doute que vous ne regarderez plus les luminaires de la même manière. Si Nantes regorge de trésors patrimoniaux en tout genre, elle est aussi célèbre pour ses créations artistiques et son imagination parfois débordante. Installées sous les nefs des anciens chantiers navals, on les appelle les machines de l'île, des créatures si bien articulées qu'on les croirait vivantes. Ces drôles de machines, mêlant l'univers de Jules Verne et celui de Léonard de Vinci, sont nées dans la tête de deux artistes un peu fous. Salut Pierre, ça va? Pierre est l'un d'entre eux. Sa réalisation emblématique, cet éléphant géant qui trimballe sur son dos, nantais et visiteur d'un jour. Tu vois, il est au gabarit des nefs. Là, ils rentrent juste... On dirait qu'ils ont construit les nefs pour l'éléphant. Dans les nefs, C'est un vrai navire. Hein. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est la première machine qui a existé ici. C'est la première machine qui est sortie de l'atelier le 1er juillet 2007. Il a déjà fait 17 000 km. Si c'était une ligne droite, il serait à peu près au nord de la République sud-africaine. Et toi, tu es toujours émerveillé quand tu le vois? Mais oui, parce que Mais comme dis donc, tu le le vois. public, c'est toujours des regards neufs et qu'on voit les gens s'émerveiller devant l'éléphant, on a toujours l'impression que c'est quelque part la première fois. Pour venir à bout de ce géant sur pattes, il aura fallu pas moins de 50 personnes et 2 ans de travail. 48 tonnes d'acier et de bois mises en mouvement par une soixantaine de vérins. Ici, chaque pièce est construite directement sur place dans l'atelier des machines. Depuis 2 terrasses, perchées à 7 mètres de hauteur, vous pourrez assister au travail des constructeurs dans un univers fait de bois et d'acier. Une fois la créature achevée, avant de rejoindre ses congénères, elle fait une halte dans celle que l'on appelle la galerie des machines. Tout ce qui est construit dans le grand atelier, comme l'araignée, est testé par le public dans cette galerie prototype, En direct. en direct, Tous les jours. avec le public. C'est le public qui la manie, les D'accord. machinistes. Le jour où elle quittera la galerie, elle sera opérationnelle totalement. Ah oui, on peut aller à combien dedans? Alors là, à chaque vol, Ouais. puisqu'elle L'araignée volante, fait un quoi. vol Ouais. pendu à ses fils dans la galerie, à chaque vol, elle embarque 5 personnes. D'accord. À croire que l'imaginaire de Pierre n'a aucune limite. Le carrousel des mondes marins à quelques mètres de là en témoigne lui aussi. C'est l'autre création phare des machines. 3 manèges empilés les uns sur les autres, entièrement dédiés à la mer. Un véritable clin d'œil à ciel ouvert au passé de la ville. Pour réinventer les bateaux avec l'art forain, quelque part. Oui, et puis il y C'est a un clin un tel d'œil, attachement des Nantais au passé maritime de la ville, et l'imaginaire de la mer est tellement vaste. Et comment vous avez choisi chaque élément? Parce que c'est des choix bien C'est précis. tellement quoi. riche, l'imaginaire lié à la mer. Tu as les animaux, tu as les monstres des grands fonds, tu as les pêcheurs, il y a les pirates, il y a les flibustiers, il y a les naufrages. Enfin, c'est un imaginaire sans limite. Hein. Un imaginaire qui ne tarde pas à faire replonger nos 2 amis en enfance. Tu veux faire un tour? On est Chiche. tranquille. Bon, allez. C'est parti pour une croisière mouvementée. On appelle le bateau tempête. Tu vas voir pourquoi on l'appelle le bateau Ouais, tempête. d'accord. Tu prends la poignée Ok. et en avant. D'accord. Là, on est au-dessus de la mer, c'est exactement. Voilà, et puis tu as la ville, Oula. t'as la ville qui se débobine. D'accord, ok, d'accord. T'étais jamais monté? Non, Ouais. au secours. On va où alors? Au large? Ouais, bah où tu veux. Déjà, il faut remonter l'estuaire. Tu On as va monter l'estuaire. Ne manquez pas, tout comme les 500 000 visiteurs chaque année, d'embarquer dans l'univers de Pierre et de ses machines folles. À dos d'éléphant ou perché sur une créature marine, émerveillement et sensation garantie. Et pour vous remettre de vos émotions, rien de tel que de vous offrir une douceur de la région. À seulement 20 minutes de Nantes, direction le restaurant de Stéphane. Dans la région, c'est une véritable institution. Ça va le chien? Oh là 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 là. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane est le roi du gâteau nantais, un biscuit moelleux parfumé aux amandes et imbibé de rhum des Antilles. Moi, c'était mon rêve de faire un gâteau nantais. Pour réaliser le rêve de Stéphane, première étape, la préparation du biscuit. Mélangez d'abord du beurre avec du sucre semoule et un peu de farine. On va mélanger le tout pour essayer d'obtenir une pâte un petit peu homogène. Ajoutez ensuite de la poudre d'amande et 3 œufs. Vaste. Super. Parfait. Et donc, notre appareil est prêt. Maintenant, nous allons le mettre dans le moule. D'accord. Mais c'est quoi son origine au gâteau nantais?
L'histoire du gâteau nantais daterait des années 1820 où un maître foissier sur Nantes, Ouais. avec la vanille, Ouais. le sucre, le beurre, avait créé une recette et ensuite elle est plus ou moins tombée dans l'oubli. D'accord, mais après il va revenir en fait. Il est revenu, mais ça fait une petite vingtaine d'années. Il a sombré dans l'oubli pendant très longtemps avant de renaître et au jour d'aujourd'hui, c'est presque incontournable sur Nantes. C'est ça, ouais. Donc on peut dire que c'est vraiment la résurrection depuis 20 ans du gâteau nantais. Et donc en fait, avec les ingrédients, on peut dire que ça évoque le commerce triangulaire puisqu'il y a du Complètement. rhum. Voilà. Complètement. C'était le rhum, le sucre et la vanille. Qui arrivait à Nantes. Qui arrivait à Nantes. qui était quand même capitale négrière. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et c'est comme ça que ce gâteau avait été créé. On le met à cuire? J'ai faim. Hein. Allons-y. 175 degrés pendant une demi-heure. Juste le temps pour nos deux hommes de s'attaquer à la fabrication du sirop qui leur permettra d'imbiber le biscuit. Je te file un coup de main. alors. Super. Je mets l'eau. Vas-y, tu mets Ok. l'eau, Voilà. donc le sucre. Comme ça. Très bien. Tu vas finir professionnel du gâteau nantais. Hein. Ouais, c'est pas gagné. Si, tu verras. Donc les 2 rondelles de citron et la gousse de vanille. Voilà. Et maintenant, on porte ça à ébullition pour Ok. permettre au sucre de se dissoudre. Quelques minutes suffisent pour que le sirop révèle déjà ses senteurs prometteuses. L'odeur de la vanille, du citron. Super bon. Bah là, on part Alors, direct en voyage. Là maintenant, on va mettre le rhum dedans. Le fameux produit interdit aux enfants. Voilà. De On moins de rappelle, 18 ans. Moins de 18 ans. Voilà. Maintenant qu'ils sont adultes, on lésine un peu moins sur les quantités. Je mets tout, Stéphane? Oui, oui, oui. Vas-y, tu mets tout. C'est parti. La cuisson des gâteaux nantais est terminée. Avec application, Stéphane imbibe à présent le gâteau. Et tu sais que ce gâteau nantais il s'appelait gâteau du voyageur parce qu'il était embarqué sur les navires. Il se conserve merveilleusement bien. Le gâteau du voyageur. Ouais. Bah, ça donne encore plus envie de partir en voyage. Hein. Un voyage culinaire qui touche presque à sa fin. Il ne reste plus qu'à napper le gâteau d'un glaçage blanc, un savoureux mélange de sucre glace et de rhum, bien sûr. On met du rhum blanc dedans parce que l'important c'est que le glaçage soit le plus blanc possible. Voilà. À l'arrivée, faites confiance à nos deux hommes. Ce dessert moelleux au parfum exotique vous régalera à coup sûr. Top Théo. Mais il vous faudra le consommer avec une certaine modération. Après cette évasion gustative, que le voyage continue. Voici notre dernière étape en pays nantais. À seulement 30 km au sud de Nantes, ne ratez pas la ville de Clisson, qui vous plongera dans un décor digne des plus belles cités toscanes. Stéphane retrouve Nathalie, qui se passionne pour l'histoire de cette ville à part dans la région. Alors là, on est sur le vieux pont de Clisson en fait. Oui, on est sur le pont de la ville. Et Clisson, c'est un peu l'Italie. Alors on dit Clisson à l'italienne. Oui, on dit Clisson, la ville italienne ici. Ouais. En fait, il suffit de regarder un peu le paysage. On a des cyprès, on a les bords de Sèvres, des cascades. Et c'est ce qui a touché en fait des artistes Qui ont il y a craqué 200 quoi. ans. Voilà, D'accord. qui ont craqué pour ce paysage clissonnais. Ces artistes, ce sont les frères Cacot, deux Nantais qui, à la fin du 19e siècle, découvrent Clisson après des années passées à Rome. À l'époque, la ville vient d'être ravagée par les guerres de Vendée. Le château a été incendié et la population a fui. C'est une ville quasi fantôme. Donc c'est pas très joli finalement. Si c'est quand même. pas très joli, mais c'est très pittoresque. Pittoresque. Il y a cette nature désolée, on est dans le romantisme, hein, donc c'est un lieu d'inspiration incroyable. Et donc les deux frères vont monter ici, construire ici un musée-école. Et puis du coup ça va fonctionner, c'est-à-dire que les Clissonnais vont réinvestir la ville de Clisson. Ils vont revenir en fait grâce Ils vont aux revenir, voilà. de Nantais. Là. Peu à peu, Clisson retrouve des couleurs et commence doucement sa métamorphose italienne. Tu vois là, tu commences à reconnaître les arcs plein cintre avec la brique. Ah, les Regarde là briques tout en partout, haut, là, là. tu vois. La petite corniche là en brique aussi, ça c'est vraiment typique de l'architecture italienne. Une métamorphose qui va s'accélérer, surtout grâce à la présence d'un autre artiste, le sculpteur François-Frédéric Lemot. En rachetant un domaine de 13 hectares, il réalise son rêve, bâtir une résidence en s'inspirant des plus belles demeures romaines. C'est vers l'une de ses autres créations emblématiques que nous emmène Nathalie. Là, Stéphane, je te présente la maison du jardinier. Du jardinier. D'accord. Un véritable chef-d'œuvre de l'architecture rustique à l'italienne.
Tu vois, sur la partie logis, là, on est vraiment plus dans un climat méditerranéen avec une succession de belles briques et des piliers en briques. Ce petit oculus là que tu vois, cette ouverture ronde, avec toujours cette petite briquette décorative qui va souligner l'architecture. Un style très prononcé qui va devenir le point de départ de la Renaissance clissonnaise. Cette architecture, elle naît ici et elle va se diffuser naturellement sur les bords de Sèvres, puisque les Clissonnais vont s'inspirer de cette architecture bien caractéristique, vraiment typique. Voilà. Depuis les terrasses du domaine, la vue sur la cité transformée est imprenable. Un spectacle dont se délectait chaque jour avec fierté son propriétaire. Voilà Stéphane, on est sur les D'accord. terrasses de la villa. Waouh, Alors, énorme. C'est vraiment un lieu inspirant oui, quand on c'est arrive ça. là. Ouais. C'est vraiment un lieu qui est créé pour l'inspiration, la création, Oui. la méditation. C'est ce que le mot souhaitait en fait. Tu es toujours autant émerveillé quand tu viens ici Bah, quasiment tous les matins. Ouais. J'ai la chance de pouvoir me poser, juste profiter D'accord, de ce paysage. Voilà. superbe. Aujourd'hui, le domaine de la Garenne-le-Maux et la ville de Clisson vous ouvrent grand leurs portes. Une parenthèse italienne inattendue qui clôturera à merveille votre découverte de Nantes et de ses sublimes alentours. Pour la prochaine étape de notre voyage, cap à l'ouest, direction la presqu'île guérandaise à l'extrême sud de la péninsule bretonne. Si Guérande est surtout connue pour ses marais salants, c'est aujourd'hui le cœur de la ville qu'a choisi de nous faire découvrir notre prochaine guide. Elle est formelle, ce petit bijou médiéval, vous ne devez pas passer à côté. Reconnaissable grâce à ses élégants remparts, Guérande a hérité comme nul autre de l'atmosphère si particulière des plus belles cités médiévales. Charlotte est une enfant du pays. Ancienne guide ici, elle connaît Guérande comme sa poche et c'est elle qui tenait tant à nous la faire découvrir. Pour l'accompagner, elle a choisi de retrouver son amie Chloé, une guide tout aussi passionnée qu'elle de la ville. Salut Chloé. Salut Charlotte. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis contente qu'on se soit retrouvés ici devant cette porte Saint-Michel. Bon, je me doute un petit peu de la réponse, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi justement on se retrouve ici? Alors c'est vrai que la porte Saint-Michel, c'est le monument emblématique de la ville de Guérande. On l'a construite au XVe siècle, cette porte, et c'est des 4 portes de la ville la plus monumentale. C'est vraiment celle qui est la plus impressionnante. La plus majestueuse aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que moi qui faisais mes études à Nantes, je rentrais le vendredi soir et je faisais exprès de prendre ce faubourg Saint-Michel justement pour arriver devant la porte Saint-Michel qui est vraiment magnifique. C'était le petit plaisir du vendredi soir. Une porte majestueuse qui témoigne de la puissance de la ville au Moyen-Âge, à l'époque où le sel avait une valeur marchande très forte, un or blanc qu'il fallait absolument protéger. Cette porte, c'est une porte qui servait à défendre la ville. Alors tu as peut-être vu en passant une ouverture assez particulière ici, qui plaît beaucoup aux enfants parce qu'elle a une forme de thermomètre. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous la décrivent. Donc on va utiliser la partie ronde pour tirer au canon et la partie fine pour l'arc et la flèche. Vous avez quand même de l'idée à cette époque-là. Et des idées, il y en avait d'autres, car à l'époque, franchir cette porte d'entrée, ça se méritait. On aperçoit bien à l'intérieur de la porte Saint-Michel, il y a un espace, une petite niche. Et là, les chariots devaient s'arrêter pour s'acquitter de ce qu'on appelait de l'octroi. Et l'octroi, c'est le péage en fait, de l'époque. Comme quoi, on n'a rien inventé. Au Moyen-Âge, on avait déjà cette possibilité de rentrer d'argent pour la ville. Allez. Aujourd'hui, plus besoin de péage pour partir à l'assaut de la ville. N'hésitez pas, vous aussi, à vous perdre dans les jolies ruelles pavées de la cité. Ici, les témoins de l'époque médiévale sont partout. Cette maison bleue, par exemple, est l'une des plus anciennes de la ville. Ici, on a vraiment la maison caractéristique du Moyen-Âge avec le granit toujours en rez-de-chaussée et ensuite le bois et la terre. Et pourquoi on trouve autant de granit? Et c'est vrai qu'il y en a partout du granit. Tu vois, il y en a sur l'église, sur les maisons, ici au niveau du premier niveau. Alors c'est tout simplement, on est sur un coteau de granit et c'était le matériau qui se trouvait à proximité. On a donc utilisé tout simplement le granit. Un matériau voisin utilisé aussi pour sa forte résistance au sel qui permettait au monument une très bonne conservation. La collégiale Saint-Aubin en témoigne, elle qui trône fièrement au centre de la ville depuis le XVe siècle. Un édifice que vous pourrez aussi admirer en vous hissant en haut des célèbres remparts.
Une balade incontournable ici. La montée n'a pas été trop dure. Par contre, je trouve qu'ils sont relativement larges, ces remparts. Oui, c'est vrai que c'est large. En fait, on a dû tout simplement les adapter au tir de canon. Tu te rappelles, tout à l'heure, on a vu au niveau de la porte Saint-Michel qui est juste devant nous les ouvertures pour les canons. Donc à Guérande, on a des canons, donc les ennemis en ont aussi. Il fallait donc s'adapter et construire des remparts qui soient à même de résister au tir de canon. Une technique efficace, puisque les remparts de Guérande comptent parmi les mieux préservés de France. 1,3 km de fortification quasi intacte. C'est fou qu'on puisse encore aujourd'hui marcher sur le chemin de ronde et c'est vrai que c'est une exception et C'est un privilège. En on fait, ne trouve pas partout. Hein. Oui, c'est oui. vrai. Parcourir la presqu'île guérandaise, c'est aussi s'intéresser à ses richesses gastronomiques. C'est à la découverte d'une recette qui ne manque pas de sel que Charlotte nous emmène à présent. Direction la plage mythique de la Baule, à seulement quelques minutes de Guérande. Charlotte retrouve Pierrick, un chef renommé pour un petit cours de cuisine improvisé. Bonjour Pierrick. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, notre guide va apprendre à réaliser un bar en croûte de sel, une véritable institution ici. Bah, c'est super parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'en manger mais je ne sais pas comment ça se prépare. Donc au moins, Voilà, bah, je tu vais vas- être parée. Et ça commence par quelques conseils de base indispensables. Le bar, tu l'as déjà préparé toi-même? Non, c'est le poissonnier qui me l'a préparé. Une chose très importante à expliquer au poissonnier, c'est qu'il n'écaille pas le bar. Très bien. C'est À retenir. le principe de la croûte de sel. Pour tous les aliments, il faut garder la peau. Si tu fais cuire un poulet en croûte de sel, il faut surtout laisser la peau. D'accord. Ce qui empêche ton sel d'attaquer ta chair. Et pour la fraîcheur du poisson, notre chef a aussi sa petite astuce. Pas très ragoûtante, mais efficace. Quelque chose qui est important, Charlotte, c'est voir les ouïes. Les ouïes, c'est quelque chose qui se trouve juste derrière le poisson, ici. Là. C'est ce qui leur sert à respirer. Et l'important, c'est qu'elle soit bien rouge. C'est vraiment le garant de la qualité et de la fraîcheur du poisson. D'accord. Bon, pour l'instant, on ne sait pas... Les Asiatiques les mangent en beignets, mais nous, Bon. pour notre bar en croûte de sel, on n'en a pas besoin. Pas besoin des ouïes pour la recette en effet. La liste des ingrédients, la voilà. Et tout ici est local. Voilà, donc le bar, du fenouil, du thym et du citron, Très bien. du blanc d'œuf. Ouais. Et l'aliment qui vient principalement après le bar, bah, c'est le gros sel de Guérande. Indispensable. Donc là, c'est du gros sel que tu Gros sel gris, voilà, c'est le sel, on le sent, on dirait Ouais. des beaux cristaux. C'est vraiment un très très beau sel. Et il faut dire merci au paludier Ouais. parce que c'est vraiment un métier qui est très 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 dur. Donc je pense que ça va être un bel hommage qu'on va leur rendre. Première étape de la recette, garnir l'intérieur du poisson du mélange fenouil, thym et citron. Ce qui a apporté un joli parfum à notre poisson lors de la cuisson. Et donc toi, c'est quelque chose que tu mangeais petit déjà? Oui, mon père allait à la pêche quand j'étais petit et j'aimais vraiment ça. Et puis après, en venant à la cuisine, bah, j'ai découvert les recettes en croûte et puis bah, je me suis mis à les faire. Une recette qu'il maîtrise aujourd'hui parfaitement, et notamment l'étape cruciale. On va mélanger notre blanc d'œuf avec notre gros sel de Guérande. D'accord. C'est ce mélange qui va permettre de former la fameuse croûte de sel. Voilà, tu peux en mettre, il ne faut pas que le poisson apparaisse. Hein. D'accord. Le gage de notre recette, c'est que le poisson doit Enfin, vraiment ouais. être bien recouvert de sel. Le poisson est prêt. Il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant 35 minutes à 220 degrés avant la dégustation tant attendue. Ah, Donc voilà, enfin notre petit verre est prêt. il est beau, hein. Ouais. Et il va être bon. Et il va être bon, j'en doute pas. Mais avec cette recette, avant d'avoir le ventre plein, il faut d'abord casser la croûte. Une fois bien préparé, le bar et sa fameuse cuisson au sel peuvent enfin dévoiler leur miracle gustatif. Allez Charlotte, on goûte? Allez. Excellent. Il est vraiment succulent. Pas sec, vraiment comme il faut, moelleux. Ouais. Vraiment, on a bien réussi notre recette. Hein. On est vraiment bien là. Hein. Vous l'aurez compris, ici l'or blanc régale aussi bien les yeux que les papilles. Mais il est un autre trésor dans la région, un peu plus méconnu, mais tout aussi fascinant. Pour partir à sa conquête, direction le parc de la Brière, à une dizaine de kilomètres de la Baule. Cette vaste étendue marécageuse est la deuxième zone la plus humide de France et fait le bonheur des promeneurs d'un jour. Comment se douter, en contemplant ce parc paisible, qu'il cache dans ses entrailles une véritable curiosité. Salut Jean-Henri. Salut Charlotte. Jean-Henri est coutelier et c'est ici qu'il vient avec son ami Christophe puiser la matière première de ses couteaux artisanaux.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Parce que ça a l'air assez physique. Là, on est en train de chercher le morta qui se cache sous nos pieds. On ne sait pas où, mais en dessous, il y a des troncs d'arbres vieux de 5000 ans. Alors attends, tu me dis des arbres. Oui. Mais je vois pas de forêt là. Oui, c'est normal, il y en a plus depuis 5000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, tout ça, c'était une forêt. D'accord. Et c'est suite à une espèce de bouleversement géologique que les arbres se sont couchés. Et lorsqu'ils sont tombés, c'est un amas tourbeux qui les a accueillis. Donc au lieu de pourrir sur place, le bois s'est conservé, il s'est minéralisé. Et il attend maintenant qu'on aille le chercher. D'accord. Un bois unique dont notre coutelier a tout de suite perçu le potentiel. Et pour mettre la main dessus, il a fallu utiliser une méthode plutôt originale. Donc tu vois Charlotte, c'est avec ça, voilà, avec la sonde, qu'on fouille le sol à la recherche des troncs. D'accord. Donc tant que la sonde s'enfonce, il ne se passe rien. Ouais. Et quand on bute sur une résistance, sur quelque chose de dur, c'est que peut-être un tronc de morta est sous nos pieds. C'est jackpot. Voilà. Tu veux essayer d'en trouver? Oula, t'es sûr? Allez, on essaye. Voilà. Eh bien, Le plus profondément possible. Voilà, c'est pas mal. il faut le ressortir. Et après, il faut le ressortir et recommencer tous les 20 cm. Tous les 20 cm. Voilà. D'accord. Vous vois, devez en tu passer fixes. du temps. Hein. C'est physique, hein? Allez, je vais te remplacer si tu veux. Ah ouais, je Ça marche. te laisse le sortir. Un travail physique et de longue haleine qui, heureusement, le plus souvent finit par porter ses fruits. Ah, Christophe, je crois que j'ai un truc là. On a un filon? Oui, des fois ce sont des morceaux de racines, mais là j'ai quelque chose, Christophe. Hein. Ouais, ok. Essaye de voir par Donc, là. on va enfin le voir, ce morta. Ouais. Le voir, c'est sûr, mais pour ça, il va falloir creuser. Charlotte est d'ailleurs rapidement mise à contribution. Dis donc, ça se mérite le morta. Hein. T'as vu, c'est costaud, hein? Grâce à l'expérience de nos deux hommes, le tronc fait très vite son apparition. Pour le soulever, ils utilisent ensuite une chèvre, un outil traditionnel en bois. Dans le temps, ici, les gens venaient récupérer la tourbe. Ce sont donc des mottes de tourbe et ils se chauffaient avec. Et quand ils tombaient sur un tronc de morta, parfois, ils le sortaient à l'aide d'une chèvre. D'accord. Ça bouge, hein? Ça bouge. Ça commence. Sous les yeux de Charlotte, le tronc de morta sort enfin de son sarcophage. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découper un morceau pour pouvoir examiner l'intérieur. Voir Tu sa vois? qualité. Oui. Il faut dire qu'après 5000 ans dans la tourbe, le morta aurait pu être dégradé. Mais aujourd'hui, la pêche semble avoir été bonne. Voilà. Tu vois, Charlotte? Super. C'est ça. Merci. Donc là, manifestement, il est un petit peu altéré en surface, mais plus on va dans le cœur, plus on a une belle matière homogène. Donc quand il sera sec, celui-là, donc dans quelques temps, Ouais. on pourra probablement l'utiliser pour faire des couteaux. Et cette couleur noire, donc c'est ce qui fait la particularité du morta. On appelle ça l'or noir de Brière. Ouais, c'est ça. Un or noir qui va à présent devoir se reposer. Les troncs déterrés par Jean-Henri sont d'abord stockés 3 ans. Le temps de séchage idéal pour passer ensuite entre ses mains expertes. Direction son atelier, à quelques mètres de là pour la démonstration. Donc c'est ton repère. Voilà, 15 mètres carrés au milieu des marais. Ici, inutile de chercher d'autres bois. Vous ne trouverez que du morta. Alors là, tu vois, on est sur un bloc de morta, un joli bloc de morta. Donc je vais commencer par débiter de fines planches qui vont servir pour la fabrication du manche. Et voilà. Là, tu vois, on a l'équivalent d'un manche. Alors bien D'accord. sûr, c'est pas très visible, mais on va le travailler. Ok. Et le travailler veut dire le poncer. Ça tourne fort, ça fait de la manucure. Je t'invite quand Ok, même à te mettre je un tout recule. petit peu sur le côté parce que ça va faire beaucoup de poussière. Ah, je peux te dire qu'au début, quand j'ai commencé à me servir de cette machine, j'y ai laissé les doigts plusieurs fois. J'imagine. C'est terrible. Une étape qui peut se révéler dangereuse, mais elle est indispensable. Et donc là, bien pensé, on arrive à voir le début de son veinage, les motifs qu'il va laisser apparaître, sa teinte une fois qu'elle sera finie. Ça, c'est la magie du morta. Ouais. C'est chouette, C'est hein? vraiment magnifique. Ce bois rare, il n'en travaille à chaque fois que le meilleur. Je n'utilise que 20% d'un tronc que je vais extraire oui. dans les marais. Parce que le bois est gorgé d'eau, Ouais. quand on le sort, il n'aime pas, il se distord, il laisse apparaître des aspérités, il peut se fendre. C'est un matériau qui est assez difficile à travailler. Ouais, il se révolte un petit peu, quoi. Exactement, il se révolte complètement même. Complètement. Mais il a beau se révolter, notre coutelier en parle toujours avec la même passion. Ça fait 5000 ans qu'il attend sous nos pieds qu'on veut bien s'occuper de son sort. D'accord. C'est-à-dire que quand tu regardes toutes les émissions d'histoire sur le Haut Moyen-Âge, la Renaissance ou même l'Antiquité, tu peux toujours te dire que ce matériau, lui, était déjà là. Donc c'est, à mes yeux, un bois qui est d'une grande noblesse. Un bois noble à qui il n'a pas fini de rendre hommage. Notre coutelier s'attaque à présent à l'ossature métallique, puis au façonnage de la lame. Un travail d'orfèvre qui demande patience et précision. Vient ensuite l'assemblage du couteau,
puis les dernières finitions. De quoi donner la forme définitive à ce couteau unique. Et voilà Charlotte. Ah, bravo, il est franchement magnifique ce couteau. Merci. Félicitations. N'hésitez pas vous aussi à pousser la porte de l'atelier de Jean-Henri. Il vous dira tout de ce bois typique avec lequel il fait revivre une histoire vieille de 5000 ans. Pour conclure en beauté ce voyage guérandais, Charlotte nous emmène à présent à la conquête des airs. À l'aérodrome de la Baule, ils sont une trentaine à redonner vie à des engins centenaires. Leur objectif, restaurer un patrimoine aéronautique cher à la région. Loïc est le président des lieux et veille chaque jour avec fierté sur sa flottille, fraîchement restaurée. Bonjour Loïc. Bonjour Charlotte. Avec lui, petit tour des plus beaux spécimens. Ce Morane saulnier, par exemple, est un modèle des années 30. Son impeccable restauration a été récemment récompensée. Il vient d'avoir un prix, le 3e prix de l'Aéroclub de France. D'accord. C'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Un avion qui servait à l'époque au perfectionnement des pilotes en herbe. C'est un avion école qui permet ce qu'on appelle la voltige, qui permet l'apprentissage de la chasse, en fait. D'accord. Et la particularité de cet avion par rapport aux autres? Alors, il y a une particularité qui est l'aile parasol. Elle permet de dégager la vision vers l'avant et d'avoir surtout une vision vers le bas, qui permet donc d'avoir ce repère vis-à-vis du sol qui est quand même un peu plus facile. Voilà. Avec cet avion, Loïc réserve une surprise à Charlotte. Mais pour l'heure, direction l'atelier de l'aérodrome pour comprendre toute l'ampleur du travail effectué. Bien, Charlotte, je vais te présenter Raymond, et Michel qui travaillent actuellement sur l'aile du Mauboussin. Un modèle d'avion français très rare, dont seule une 60aine d'exemplaires a été construit à l'époque. Et celui que vous avez sous les yeux, que nous sommes en train de refaire, a bientôt 80 ans. Ah, quand même. Quand même. Et quelle est la particularité de cette aile? Alors cette aile, qui est d'un seul morceau, fait déjà 12 mètres d'envergure, mais elle est totalement en bois. D'accord. C'est-à-dire que contrairement à certains avions qui sont en bois recouverts de toile, là, Mauboussin a choisi de coller d'abord une couche de contreplaqué, puis par-dessus une couche de toile. On en voit quelques restes encore ici, qu'on appelle un marouflage. D'accord, ça a changé quelque chose? Ça donne une rigidité à l'aile assez conséquente. Maintenant, question travail, ce sont des centaines et des centaines d'heures supplémentaires. Donc c'est vraiment un métier de passionné? C'est un métier de passionné. Parce que ce sont des milliers d'heures de travail à passer sur le chantier et celui qui n'est pas passionné se décourage assez vite. Ouais. Et avec généralement une récompense au bout. Ouais. Quel plaisir quand on sent pour la première fois les roues quitter le sol, c'est quelque chose de merveilleux. J'imagine. Et Charlotte va faire mieux qu'imaginer, puisque Loïc tient aujourd'hui à lui offrir un cadeau. Tu ne vas pas nous quitter sans faire un petit tour. Alors je vais t'aider à monter parce qu'il y a tout un cérémonial. Alors un pied là, une main là. Une jolie surprise pour notre guide qui n'est pas vraiment rodé à l'exercice. C'est la première fois dans un avion de collection peut-être? Ouais, dans un avion tout court. Pas trop ému? Un petit peu, surtout dans un avion de ce type, mais... Tout va bien se passer. Ouais, ça j'en suis sûre. Il n'y a aucune raison. Une simple mise en route du moteur, et c'est parti pour le décollage. Depuis le ciel, faites confiance à notre guide. La vue vaut le coup d'œil. Un moyen unique de revivre en l'air votre découverte de la presqu'île guérandaise. Les yeux rivés sur ces paysages variés et sublimes que Charlotte vient de nous offrir. Notre visite en Loire-Atlantique ne serait pas complète sans partir à la découverte de la côte de Jade, à 40 km au sud de Guérande. Ici, l'océan est au centre de toutes les attentions. Et au détour de ce décor, laissez-vous charmer par un petit port de pêche connu ici de tous. Pornic est sans doute la cité balnéaire la plus célèbre des alentours. Célèbre pour son imposant château, mais aussi pour son vieux port pittoresque qui invite à la balade. Ce site, François en est tombé littéralement amoureux il y a 40 ans. Ancien restaurateur, et jamais très loin de son Solex, il est devenu au fil du temps une véritable figure ici. Cramponnez-vous à notre nouveau guide, c'est parti pour une visite avisée et haute en couleurs.
Pour l'accompagner, François fait confiance à son amie Florence, passionnée par l'histoire de la ville. Une fois n'est pas coutume, c'est à pied que François la rejoint dans le lieu le plus emblématique de Pornic. Bonjour François. Bonjour ma Flo. Ça va? Je te fais la bise. Bah quand même. Qu'est-ce que tu me fais visiter aujourd'hui? Bah aujourd'hui je suis passe-partout, j'ai les clés du château. Très bien. Donc on va pouvoir pénétrer dans les cours. Je suis très heureux. Et si François est heureux, c'est qu'aujourd'hui le château est une propriété privée et les cours ne se visitent que très rarement. Construit au Moyen-Âge, l'édifice d'abord en bois avait pour mission première de protéger la ville. À l'époque, on veut se prémunir de ces assauts tardifs de ces hommes du Nord, là, les Normands. Mais mes ancêtres, Tes les ancêtres Vikings. Les Vikings. Voilà. Alors, ils ont fait pas mal de dégâts dans notre baie. Et c'est D'accord. justement au début du Xe siècle, le premier duc de Bretagne qui va décider de faire de Pornic un site défensif. Donc c'est le départ de l'histoire de la ville de Pornic. Ce n'est qu'après que la cité médiévale va se créer, la ville haute à l'arrière. Après avoir rempli son rôle de défenseur, le château passe au fil des ans de main en main. Au XVe siècle, c'est un certain Gilles de Rais qui en devient le propriétaire. Un tueur en série du Moyen-Âge, que l'on surnomme encore souvent Barbe Bleue. Mais Florence y tient, attention aux amalgames. Il n'y a pas quelqu'un qui a habité ici, un méchant monsieur? Je pense que tu fais allusion à Gilles de Rais. Non, Barbe Bleue. Ah, Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'est une confusion qui est faite, un amalgame entre le personnage fictif et légendaire créé par Charles Perrault à la fin du XVIIe siècle et le personnage existant de Gilles de Rais qui a tué beaucoup, bien évidemment, d'enfants, alors que Barbe Bleue, qu'est-ce qu'il tuait? Je sais pas, tu vas me dire. Des femmes. Ah, oh là là. Donc c'est effectivement, atroce. c'est pas le même personnage. Après avoir rétabli cette vérité, c'est un autre mystère que Florence tient à conter à François. Petite curiosité quand même, François, j'ai quelque chose à te montrer. Retourne-toi. Ah oui, alors? La croix des Huguenots. Donc on l'appelle la croix des Huguenots pour faire référence à ces protestants, des gens issus des gens de mer, des maîtres de barque ou des matelots. Et ils sont peu nombreux, mais ils sont présents. Et après la révocation de l'édit de Nantes, ils n'ont pas de choix finalement de se convertir ou de se reconvertir au catholicisme. Et pourquoi les pencher comme ça, cette croix-là? C'était la tempête qui l'a fait bouger ou pas? Mais non, c'est pas le vent qui l'a poussée. Tout simplement, il se trouve qu'elle a été plantée telle qu'elle pour montrer que c'est contraint et forcé, qui s'incline. C'est une déversion. C'est celle que je préfère. On continue pour aller découvrir le reste de la ville. On y va. La balade se poursuit dans les rues de Pornic, une ville qui vit encore au rythme des marées et des bateaux qui rentrent au port. Et pour sortir des sentiers battus, faites confiance à nos deux connaisseurs. Qu'est-ce que c'est bien, dis donc. Ah, j'adore ici. Adorable. Ce côté du port, c'est formidable. La corniche de Gourmalon est l'endroit idéal pour évoquer un autre aspect de la ville. Au XIXe siècle, Pornic a été une station thermale très en vogue. Et c'est justement ici que l'on a découvert une source d'eau ferrugineuse que l'on disait miraculeuse. On vient l'apprendre sur prescription médicale et on va soigner des maux d'estomac. Et on va associer très rapidement, finalement, dès les années 1820-1830, les fameux bains de mer qui se développent sur les côtes normandes. On va les proposer d'abord au pied du château, donc cette plage de la Sablière du château, mais froid. Et puis on y a associé très rapidement, en 1831, un établissement thermal. Quelle année 1831. Mais comment il vient de Nantes ici, tout ça? En calèche? diligence. En diligence. À ton avis, combien de temps il mettait? À mon avis, 3 heures. 8 heures en diligence. On a à l'époque une notoriété qui est donc la station balnéaire naissante de Pornic qui attire des curistes, buveurs d'eau, des baigneurs, mais aussi des curieux. Des curistes et des curieux qui ne tardent pas à se faire construire de sublimes villas. Des demeures conservées intactes, disséminées ça et là dans la ville et qui participent encore aujourd'hui au cachet de Pornic. Ces villas de tout style comportaient parfois de drôles de petites dépendances. Bon, Florence, c'est quoi ce petit truc-là qui est là? C'est quoi ça? Alors ce kiosque de la Villa Rosa, c'est vraiment un élément de l'architecture balnéaire qui a été conservé dans ce quartier de Gourmalon. Il faut savoir que ce kiosque, il est donc au fond du parc avec une vue privilégiée sur l'entrée du port finalement. On peut voir tout ce qui se passe dans ce port d'ici, un petit peu abrité de la vue des autres finalement. Du coup, on est aussi éloigné des oreilles indiscrètes des domestiques. D'accord. Ça permet d'avoir des petits rendez-vous galants, à mon avis. Ils étaient malins à l'époque. Et Flo, t'es pas si mal que ça. Hein? Tu m'as appris plein de choses en un peu de temps. Merci François. Une balade instructive qui s'achève. Et après cette découverte citadine, François vous conseille une virée vers les grands espaces. À 20 minutes à peine du centre de Pornic, la pointe Saint-Gildas a des allures de bout du monde. Cet ancien poste de guet accueille aujourd'hui une réserve naturelle très riche, dont Guillaume est le chanceux conservateur. Salut Guillaume.
Bonjour François, comment vas-tu? Très bien. Qu'est-ce que je suis heureux de te voir aujourd'hui de ce temps-là. J'ai l'impression de vivre un rêve. J'aurais bien voulu faire ce que tu fais, mais c'est trop tard maintenant, je suis trop vieux. Il n'est jamais trop tard pour apprendre des choses. C'est gentil à toi. C'est parti, on y va? Ouais, on y va. Ici, tout prête à la flânerie. Mais notre guide entend bien aujourd'hui découvrir les richesses cachées de la réserve. Et pour l'initiation, Guillaume démarre avec une plante qui le plus souvent passe inaperçue. François, je t'invite à découvrir la petite pépite dont je te parlais. Oui. C'est la christemarine, c'est cette petite espèce-là. Là. Et au 18e, 19e siècle, en fait, c'était consommé. Et notamment les marins qui avaient un potager chez eux pouvaient en planter chez eux et mettaient ça en bocal dans du vinaigre et l'emmenaient pour lutter contre le scorbut. Un peu comme les salicornes. C'est un peu, c'est exactement. Alors, ce que je te propose, c'est de la goûter dans un premier temps et de me dire ce que tu en penses. C'est au palais expert de François que Guillaume s'adresse. Alors, à quoi ça te fait penser? C'est surprenant, c'est légèrement poivré et citronné. Citronné à la fois. Un peu plus de citron vert que le citron normal. Parce qu'il y a un petit goût derrière exotique. C'est ça. Exotique. Il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit exotique. Un goût d'ailleurs qui pourrait bien donner des idées à notre ancien restaurateur. Alors, sur la réserve, la cueillette est interdite. Hein, voilà. Bien sûr. J'irai ailleurs. J'irai ailleurs, je te promets, Guillaume. Je ne toucherai pas ton patrimoine. Bon, on va continuer? Bah, c'est parti, je te propose d'aller découvrir d'autres espèces. D'accord. Attention, on y va en montant là. Hop, Guillaume le conquérant. Conquérant, je sais pas. Mais... de la pointe Saint-Gildas. Dans ce domaine de 11 hectares, soyez attentifs. Vous pourrez apercevoir des oiseaux très rares au nom poétique, comme la fauvette pichou ou encore la linotte mélodieuse. Mais nos deux complices n'auront pas cette chance aujourd'hui. Celle qui siffle si bien, on la voit pas là aujourd'hui? Non. Peut-être parce qu'on fait trop de bruit? Pas forcément trop de bruit, mais c'est une espèce qui est assez frileuse, il y a un peu de vent. Ouais. Et puis après, c'est une espèce qui est... Il n'y a que 2 couples sur la réserve, donc pour la trouver, ce serait beaucoup plus compliqué. Ah oui, d'accord. Mais ici, les plantes à elles seules réservent bien des surprises. Bah écoute François, je vais te montrer une autre espèce, donc là qui paye pas de mine, mais qui a un intérêt aussi, c'est la mauve royale. Alors est-ce que tu as déjà entendu parler de cette espèce? Non. Alors, il faut savoir que cette espèce, autrefois, était plantée par les gardiens de phare et elle a plusieurs propriétés médicinales. Oui. C'est-à-dire que ces feuilles, on peut l'appliquer en cataplasme, si on les trempe dans l'eau chaude, Oui. on peut les appliquer sur des entorses et ça soulage la douleur. Et après, il y a un autre aspect un peu plus anecdotique et un peu plus rigolo, c'est que lorsqu'ils étaient en pénurie de papier toilette, les gardiens l'utilisaient en guise de papier toilette. C'est économique en fait, Donc, cette plante. je t'invite à la toucher. Bah, exactement, je t'invite à la toucher. Ah oui, elle est économique. Ah bah oui, c'est pareil. Hein? C'est même plus doux. C'est sur ce délicat clin d'œil que s'achève la visite de François. L'heure pour lui de nous emmener vers son prochain coup de cœur, un incontournable de la région. Sur les hauteurs de Pornic, entre ciel et mer, ces petites cahutes bâties sur pilotis font partie intégrante du décor. On les appelle les pêcheries. Elles sont une trentaine à Pornic, toutes détenues par des passionnés qui conservent avec elles ce patrimoine d'exception. C'est dans l'une d'entre elles, qu'il affectionne tout particulièrement, Salut Lucien, ça baigne? Que François a choisi de nous emmener. Comment tu vas François? Bienvenue. Jacques Alain, ravi de venir te voir aujourd'hui. En restaurant cette cabane, Jacques Alain a réalisé un rêve d'enfant et est devenu, en la matière, le véritable spécialiste. Tu es tombé amoureux de ce coin? Complètement, il y a 25 ans. 25 ans. Il y a 25 ans que j'ai cette pêcherie. Alors, elle a été modifiée. Au début, il n'y avait pas de cabane. Ouais. J'ai mis quelques planches avec un vieux copain. Et Ouais. puis là, on a transformé... Dans le vide, les planches, au départ. Dans le vide, oui. Ce qui m'intrigue, c'est les pieux. Comment fait-on pour les mettre en place? Écoute, nous, où nous nous trouvons, il y a 17 poteaux qui sont tous enfoncés avec des petites machines. Tu enfonces et tu fais des trous dans le rocher ou dans la vase. Et on enfonce les poteaux à aller à 60 cm, 1 mètre. Mais ça se fait quand? À marée basse, ça? À marée basse, évidemment, Donc oui. il faut faire des calculs de temps. Complètement. C'est-à-dire qu'une pêcherie ne se fait pas en 2 jours. C'est peut-être quelquefois plusieurs semaines, de D'accord. façon à bien gérer dans l'espace-temps. Maintenant, je te fais visiter ma petite cabane. Parce que ça, c'est un endroit magique. D'accord. À l'intérieur, Jacques Alain perpétue une tradition plus que centenaire, la pêche au carlet. C'est parti pour une petite initiation. Tu connais le système, hein? Un treuil, pas trop. Un contrepoids. J'ai jamais eu le temps de voir ça allez. de près. Donc maintenant, je suis en retraite, j'ai le temps. Bon, écoute, on va descendre le filet. Oui. Je vais mettre après mon contrepoids. C'est la première phase, d'accord? D'accord. Voilà, il descend tranquille. On a encore pas mal de mer, hein? Ouais. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Là, je mets mes sécurités, tu vois. Ouais, ouais. Et là, je vais mettre mon contrepoids.
Alors, le contrepoids, il sert exactement à quoi? Eh ben, il va servir parce que plus tu mets le filet dans l'eau, plus effectivement tu récupères de l'eau aussi dans le filet. D'accord. Et du coup, ben, ça fait un poids très important. Alors au bout d'1 heure, ben, je crois que tu n'as plus d'épaule. Hein. Tu vois? C'est comme ça qu'on pêchait dans le temps? Ah ben là, du coup, oui, c'est traditionnel. Alors c'est quand même très très simple. Hein. Autrefois, on n'avait pas des cabanes. On était en plein air avec des terrasses, tu vois. On était, c'est-à-dire les personnes, les anciens, étaient sur le rocher avec un grand bout de bois et un filet carré. Ils le descendaient, ils le remontaient à la main, à la force de la main. Aujourd'hui, le système s'est modernisé et pour la remontée du filet, c'est François qui s'y colle. Allez, on y va. C'est une première. Hein. Voilà, tu remontes tranquillement, on y va. Tu vois, le filet monte, tranquille. D'accord. Okay. Il faut aller assez vite, autrement le poisson, il s'en va. Hein. Tiens, voilà, tu vois. J'ai rien chopé? J'ai rien. Ah si, il y a des crevettes, tu vois. Donc c'est super, on va pouvoir tout à l'heure se faire une petite dégustation de crevettes. Ça, mais le contrepoids fait beaucoup de choses. Hein. Ah, le contrepoids fait tout, là. Ouais. Oui, et c'est surtout tes muscles. Bon, ça va, je suis plus grand-chose que muscles. Bah, si, mais je viendrai plus souvent maintenant. Malgré les muscles de François, la pêche a été maigre aujourd'hui. Mais avec ou sans poisson, posséder une pêcherie est un bonheur que Jacques Alain n'est pas prêt de laisser filer. C'est très important de le conserver. Quand tu vois à l'extérieur, l'environnement est remarquable. Et tu vois, là, comme je le disais, c'est magique. Si on n'avait plus ces pêcheries, Pornic et la côte atlantique ne seraient plus le même charme. Très régulièrement, ces cabanes ouvrent leurs portes aux curieux. L'occasion de partager un bout d'histoire avec ces fervents passionnés ou tout simplement de profiter d'un moment convivial dans un décor de paradis. Bon allez, à votre santé les gars. Un décor qui referme à merveille notre parenthèse enchantée en Loire-Atlantique. Une région qu'il faut absolument avoir vue. Tantôt surprenante, souvent envoûtante et partout inoubliable.